Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Sylvain, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Au top. Donc là, juste en off avec Sylvain, on se disait qu'on a fait un épisode l'année passée sur le sucre et c'était plus ou moins à la même période. Mais entre-temps, on en a aussi fait d'autres. Je vous laisserai aller revoir sur la chaîne YouTube et puis la chaîne Spotify de Fundamentals les différents épisodes que j'ai fait avec notre cher ami Sylvain, qu'on retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc mal compris, je pense, euh, diabolisé très certainement, qui est l'insuline. Euh, à la fin, Sylvain, enfin initialement, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cet épisode? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, ah, il faut peut-être un peu remettre du contexte sur le rôle de l'insuline et sur ce que ça fait? Bah, bon, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de prises de parole, Mhm. parfois contextualisées, parfois décontextualisées, parfois archi fausses et parfois c'est vrai. Et Mhm. c'est très difficile pour les masses de comprendre. C'est pas péjoratif les masses, hein, je veux dire, quand il y Ouais, a ouais. un grand nombre de personnes qui Pour le... écoutent, c'est difficile pour des personnes qui n'ont pas forcément la capacité d'aller lire les articles ou de comprendre les mécanismes physiologiques qui sont en jeu, bah, de savoir si le discours il tient la route ou pas. Mhm. Et en fait, tant que ça n'a pas d'incidence sur la santé des gens, que ce soit mentale ou physique, ça ne me pose pas vraiment de soucis. Mhm. Mais là, on arrive sur un sujet qui, moi, m'embête beaucoup parce que 90% de mes clients, c'est des gens qui veulent perdre du poids. Et je Mhm. pense que toi, Ken, tu connais ça aussi dans le milieu du coaching. La majorité des gens qui font du sport et qui prennent un coach, c'est pas pour devenir champion olympique. C'est très souvent pour perdre du poids ou pour franchir les premières étapes. Mais les gens qui sont en haut de la pyramide, c'est très peu de gens, Mhm. très peu de personnes. Et en fait, là, dans la perte de poids, on a beaucoup d'acteurs majeurs. Je ne cite pas de nom parce que vous savez, je ne suis pas très fan des conflits, même si ça ne me pose pas de problème de rentrer dans le conflit, mais ce n'est pas ce que j'aime faire. Donc, je ne vais pas citer des personnes, mais il y a plusieurs influenceurs majeurs, des médecins ou des influenceurs tout court, qui n'ont pas de Mhm. diplôme, qui vont donner des allégations à l'insuline, qui est soit fausse, Ouais. soit qui induit un comportement chez les clients ou chez les personnes concernées qui est, à mon avis, catastrophique et qui ne leur permet pas de se sortir de la situation. Voilà Ok, pourquoi je voulais faire ça. ça marche. Je te propose que je fasse un point sur sur comment je pense que l'insuline est perçue et ce qu'elle fait par rapport au grand public. Et puis après, on détaille ensemble. Donc, premièrement, l'insuline est euh, pas forcément une hormone de stockage, mais une hormone de signalétique, c'est-à-dire qu'elle va indiquer où le sucre peut aller se placer, euh, ou une hormone de stockage. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc qui est beaucoup dans la tête des gens, c'est le pic d'insuline selon ce que tu manges. Et la plupart du temps, sur le contenu mainstream, grand public sur les réseaux sociaux, on fait des ouh qu'il faut faire attention parce que faut pas faire trop monter le pic de glycémie, sinon il va redescendre trop fort et puis après ça va te poser des problèmes, puis en fait tu vas stocker du gras et puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Donc aujourd'hui, je pense que le grand public voit l'insuline à travers deux choses. Ça permet de stocker du sucre. Et puis le deuxième truc, c'est il faut faire attention au pic d'insuline. Voilà. Et je pense que et ça, je le vois souvent mis en avant, et notamment sur des influenceurs par rapport à la nutrition ou à la diète plutôt, qui te disent, ah ouais, bah ça, faut pas manger parce que ça fait monter trop l'insuline, et puis ça, faut manger parce qu'en fait, ça la fait pas trop monter, et ainsi de suite. Je pense que c'est les deux prismes à travers lesquels les gens voient l'insuline. Je pense qu'il y a un autre gros prisme aussi et qui fait partie des choses qui sont insupportables, c'est insuline et prise de poids. Ok. Vraiment, et il y aurait deux choses là-dedans à définir. C'est-à-dire qu'il y a la prise de masse, tu montes sur la balance et le nombre de grammes ou de kilogrammes a augmenté. Mhm. Et il y a la modification de la répartition des différentes masses dans le corps. Donc quelqu'un qui serait toujours à 80 kg, qui n'aurait pas bougé,
mais qui par contre aurait par exemple moins de masse maigre et plus de masse grasse. Mhm. Tu vois, c'est deux choses à considérer. Donc peut-être déjà revenir, avant de revenir sur cet aspect que je viens de dire là, c'est revenir sur le point de départ. Mhm. L'insuline est surtout connue pour ses effets de gestion du glucose. Et c'est Mhm. vrai que c'est l'hormone principale de la gestion du glucose, en tout cas sur l'aspect hypoglycémiant et stockage, comme tu l'as évoqué. Mais l'insuline possède beaucoup d'autres rôles. Par exemple, l'insuline, c'est un très fort stimulant de l'anabolisme protéique via la stimulation de mTOR. C'est-à-dire, pour faire simple, l'insuline vient se fixer sur des récepteurs qui vont entraîner des phosphorylations, c'est-à-dire des ajouts de groupements phosphagènes, qui vont signaler dans la cellule qu'il faut produire davantage de protéines. Mhm. Donc, typiquement, ça permet par exemple d'augmenter l'hypertrophie. Ok. C'est pour ça qu'il y a du dopage avec l'insuline, par exemple. Il y a d'autres rôles de l'insuline avec le cerveau, le développement du cerveau, la mémoire, comment on enregistre les informations. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est majeur. Et puis, il y a un rôle de l'insuline sur la satiété, Mhm. qui est complètement vu à l'envers par la majorité des gens. Je pense que chaque fois que je fais un podcast avec toi ou avec les Mhm. copains de la bande, je le redis, mais parce que ça continue à avancer sur les réseaux. L'insuline, c'est une hormone qui fait baisser la faim. C'est satiétogène, l'insuline. Mhm. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La leptine et l'insuline travaillent de concert pour faire baisser la prise alimentaire. Donc, vous pouvez regarder toutes les publications. Ça va systématiquement dans ce sens-là. Je ne comprends pas que ce discours soit encore véhiculé. Il n'y a aucune étude sérieuse avec des groupes contrôles et en double aveugle qui montre l'inverse. Est-ce que tu penses que ça pourrait venir du fait que on fait la corrélation, donc comme tu l'as dit, entre insuline et gestion du glucose, et puis que le fait et que dans cette optique-là, si je mange beaucoup de sucre, ben j'ai un espèce de coup de down après qui me redonne envie de manger du sucre, et qu'en fait on interprète cette envie de remanger du sucre après en avoir mangé. euh, Comme si c'était à cause de l'insuline qu'on avait de nouveau envie de manger du sucre, et juste c'est une mauvaise compréhension de la physiologie. Exactement. Ok, Et dans le timing aussi. C'est exactement ça ce que tu expliques, c'est parfaitement ça. ok. Mais si des personnes se retrouvent quand même pleins, malgré le fait que leur glycémie baisse, ils vont pas nécessairement, ça peut être le cas, mais c'est pas nécessaire qu'ils aient faim derrière, Mhm. malgré le fait qu'ils descendent en hypo. D'accord. Et donc comment est-ce que basiquement l'insuline agit comme un régulateur de la faim? Et comment est-ce qu'elle est une hormone satiétogène? En fait, elle vient se fixer sur des récepteurs dans le cerveau Ok. qui vont stimuler un certain type de neurones qu'on appelle les neurones à proopiomélaноcortine, Mhm. POMC. Et donc, quand ces neurones sont sollicités, ils vont faire plein de réactions, Mhm. c'est compliqué, mais en gros, ça aboutit à la synthèse d'une hormone, enfin d'un neurotransmetteur particulier qui s'appelle alpha-MSH et dont le rôle est de diminuer la prise alimentaire. Mhm. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur Alpha MSH, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec Sylvain. C'était le tout premier parce qu'il en parle de manière un peu plus précise. Je crois que si je me trompe pas, c'est l'épisode numéro 20 ou 22, par là autour. Mais voilà, je vous laisse revenir sur ce premier épisode. Euh, Par rapport à l'influence de l'insuline sur le cerveau, quel est le danger d'une mauvaise gestion de l'insuline sur ce rôle-là de travail de la mémoire, comme tu l'as expliqué juste avant? Enfin, qu'est-ce qui pourrait Alors, être une situation potentiellement délétère pour le cerveau avec une mauvaise gestion de l'insuline, s'il y en a? ouais, moi, j'en ai jamais constaté. Après, il faudrait demander peut-être plutôt à des médecins qui, Mhm. eux, cherchent plutôt les pathologies, parce que moi, je travaille moins sur les pathologies, je Bien travaille sûr. plutôt sur les gens dans le sport. Mais euh, une diminution de l'insuline pourrait avoir des conséquences sur le développement du cerveau. Ok. Rentrer plus en détail, là, il faudrait demander à un spécialiste. Mhm. Je me suis pas assez penché dessus, mais Et si tu formulais une hypothèse qui est contextualisée à je pense que. bah, on aurait un souci probablement de la multiplication des neurones Ok, et probablement de la capacité à entretenir une mémoire, quoi. d'accord. Mais donc ça veut dire que c'est quand il n'y a pas assez d'insuline ou quand il y en a trop qu'on peut se retrouver dans cette Quand il n'y en a situation? pas assez. Ok. Et du coup, chercher, c'est quand il n'y en a pas assez, ça veut dire qu'elle n'est pas assez produite ou il n'y a pas cette fluctuation de l'insuline comme on a en fait dans notre système Non, biologique. moi, je ne connais pas le cas. Hein. Je ne Mhm. connais pas le cas de personnes qui, à part évidemment un diabète de type 1, puisqu'il n'y a plus d'insuline Mhm. sécrétée ou très peu d'insuline sécrétée, étant donné que le pancréas est attaqué par le système immunitaire.
Mais là, on était vraiment dans la théorie. C'est-à-dire que l'insuline, on montre qu'elle a des effets positifs sur le cerveau. Et que Ok. donc, ne pas en avoir pourrait avoir des soucis. Donc, il ne faut pas la présenter comme quelque chose qui est automatiquement négatif. Mhm. Ça a des effets très positifs sur la santé et sur le développement humain. D'accord. Tu penses que ça vient de quoi, cette diabolisation de l'insuline? Alors, je pense que ça vient probablement des médecins parce que en médecine, on cherche à traiter et malheureusement pas assez, en tout cas en Occident, à anticiper ce qui se passe et à trouver des solutions qui sont non médicamenteuses. Comme je l'expliquais, la première interview de grande qualité que j'ai eu l'honneur de mener, c'était auprès du professeur Fetisov, Mhm. qui est un des numéros un mondiaux sur la satiété. Et ce génie absolu qui aura peut-être un jour un prix Nobel, il n'a absolument pas cherché comment faire pour gérer la satiété chez les gens sans leur donner de médicaments. Il a employé son génie pour produire des médicaments. Mhm. Et quand je lui demandais des cas concrets hors médicaments, eh ben, il était emprunté. Il ne savait Mhm. pas trop quoi me dire. Et ça nous montre que les médecins, parfois, c'est pas une accusation, j'ai plein de médecins Mhm. dans ma famille, c'est pas ça. Mais euh, je pense que très souvent, ils regardent des pathologies qui affectent les gens, ils regardent qu'est-ce qu'il y a comme hormone ou comme marqueur physiologique qui est présent chez ces personnes-là, et ils se disent, ce marqueur-là, c'est ce qui fait que. Ok. Donc, l'insuline, clairement, quand on regarde, je te prends un exemple. Quand on prend des personnes qui s'injectent de l'insuline, donc diabète de type 1, on constate que très souvent, il y a une prise de poids qui intervient. Mhm. Conclusion des médecins et de 99% des gens sur Terre, l'insuline fait prendre du poids. Mais Il y a non, sûrement une en notion de fait, contexte là derrière. mais bien sûr, Ouais. quelqu'un qui prend de l'insuline, premièrement, il faut penser que l'insuline, c'est quelque chose qui est sécrété par l'organisme, normalement, en réponse, et qui ensuite va faire fluctuer d'autres hormones qui sont antagonistes, de manière à rééquilibrer la glycémie progressivement. Et ça se fait comme ça, par Mhm. bascule. Si toi, tu as une injection d'insuline qui est fixe et qui n'est pas euh, régulière, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir des fluctuations qui sont plus importantes. Qu'est-ce que ça entraîne ça? Ben, très souvent, on a des personnes qui prennent un petit peu trop d'insuline, donc qui ont des hypoglycémies qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font en général pour compenser ça? Eh bien, ils vont manger un petit peu plus de sucre. Et parfois, c'est très peu de choses. Par exemple, c'est en dessous des seuils statistiques des études. Mhm. Ce qui fait que dans l'étude, on va dire, bah non, il mange toujours la même chose, alors qu'en réalité, il a peut-être pris 10-15 calories de plus. Mais 10-15 calories de plus multipliées par 365 jours, bah, vous voyez ce que ça fait. Mhm. Ça, c'est le Ok. premier point. Deuxième point, quand on est en hypoglycémie, même légère, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait sur la- l'aspect NEAT, l'aspect se bouger? On bouge On est pas. moins actif. Mhm. Quand on est en hypo, on n'a pas envie de courir dans tous les sens, on n'a pas envie de sauter, on n'a pas envie de. Voilà. Et bien ça, c'est pareil. Peut-être qu'on va perdre 25-30 calories par jour. Mhm. Ou peut-être beaucoup plus. Hein. Quelqu'un qui reste sur le canapé, c'est des centaines de calories perdues. Ouais. Et bien, mis bout à bout, ça fait des dizaines de kilos à la fin de l'année. Donc tout ça, c'est des choses qui ont fait dire à plein de personnes, l'insuline fait prendre du poids. Et si on regarde des personnes qui sont suivies maintenant, sur 2 ans ou plus, zéro impact de l'insuline sur la prise de poids. Zéro. Ok. Donc ça, c'est quand même assez révélateur du fait que quand on est suivi et que donc on fait attention au nombre de pas qu'on fait, à ce qu'on mange, etc., bah, l'insuline ne fait pas prendre de poids. Ok, donc c'est pas. Ouais. C'est c'est cette histoire que Sean raconte sur les lactates. Observer un haut taux de lactate sur un cerf qui a été chassé pendant des heures sur de la chasse à courre. Et en fait, tu as un gars il y a 200 ans en arrière qui ouvre le cerf, qui voit plein de lactates présents dans le sang du cerf et qui dit: Ah, il est mort d'épuisement parce qu'il y avait beaucoup de lactates. Mais en fait, c'est parce qu'il a couru pour protéger sa vie qu'il a produit beaucoup de lactate. Et en fait, le lactate n'est pas un signe d'épuisement, mais plutôt un signe de capacité à fournir un grand niveau de performance. Et donc, encore une fois, on est sur une conclusion d'observation, mais qui n'est pas contextualisée à la personne et à ce qu'elle fait. Mais c'est exactement ça. Ok. C'est juste parfait. Et si tu le permets, Bien sûr. je pense que les gens n'arrivent plus à se ramener à la physique ou à la physio. Quand la perte de poids, j'ai entendu dire quelqu'un encore il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir avec les calories. Mais comment ça n'a rien à voir avec les calories? Je veux dire, admettons, on ne parle pas de calories, on parle d'atomes. Comme ça va parler à tout le monde. Euh, la masse d'un corps, en tout cas la masse d'un corps massif, donc qui est de plusieurs dizaines de kilos comme nous, c'est la quantité d'atomes contenus à l'intérieur. Mhm. Donc, si tu prends
des glucides et que ça fait X atomes de carbone. Tu prends des lipides, ça fait X atomes de carbone. Que ce soit donc sous une forme ou sous une autre, ça fait toujours le même nombre d'atomes qui pénètrent dans ton corps. Si on est parti du principe que les molécules aient le même nombre de carbone, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est du gras, on prend plus de poids, c'est du sucre, on prend plus de poids? C'est complètement faux. Donc, ça, c'est un premier préambule. Autre chose, comment se nourrissent les cellules? Les cellules, elles ont besoin d'ATP pour fournir l'énergie nécessaire pour la production mécanique, pour fonctionner, la signalisation et compagnie. D'où vient cette énergie? Si jamais l'insuline était en cause et que la résistance à l'insuline faisait que les gens n'utilisaient plus du tout le sucre, admettons, ben, c'est bien les graisses qui seraient utilisées, les lipides, ou les protéines. Mais si les graisses ne peuvent pas non plus rentrer dedans, je vais expliquer après pourquoi, c'est une des théories des gens qui sont pour que la résistance à l'insuline soit la cause de tous les maux. Comment les cellules se nourrissent? Comment ça se fait que les gens qui ont une résistance à l'insuline, qui crèvent le plafond, ne sont pas en train de mourir, leurs cellules ne sont pas en train de mourir? Comment c'est possible? Puisqu'elles n'ont plus de sucre qui rentre, et elles n'utilisent pas les graisses, si on écoute ce qu'elles disent. Ok, elles vont dépenser leurs 400 grammes de glycogène musculaire et leurs 100 grammes de glycogène hépatique, et puis c'est la fin du bal, on est mort. Mais non, les gens qui sont en résistance plus, ils arrivent à vivre 20 ans dans ce cas de figure-là, donc, voire plus, hein, bien sûr. Donc c'est évident que les substrats énergétiques sont utilisés. Et donc si les substrats énergétiques sont utilisés, eh bien il suffit que la quantité de calories que vous amenez par l'alimentation soit inférieure à ce nombre de substrats énergétiques qui est utilisé par vos cellules par jour, et vous perdez du poids. Peut-être que votre métabolisme est un petit peu plus bas qu'avant, ça admettons, mais c'est bien toujours une question de calories. Même si avant tu avais besoin de 1800, que maintenant il ne faut plus que 1600, ben on est bien d'accord que si tu manges 1400, il y a un gap qui va être comblé par tes triacylglycérols, tes graisses qui vont être hydrolysées. Donc ouais, en dehors de pathologies spécifiques, les lois de la thermodynamique restent quand même la base sur laquelle on peut s'appuyer. Tu manges moins que ce que tu dépenses, tu perds du poids. Tu manges plus que ce que tu dépenses et tu prends du poids. Mais même dans toutes les pathologies, il n'y a aucune pathologie qui contredit la thermodynamique. Ok. Même si on prend par exemple une hypothyroïdie. Ouais. Ok. C'est juste que. Ça peut baisser la quantité de calories dont tu as besoin par jour, mais ça ne peut pas la descendre à zéro. Il faut bien que les cellules vivent. Ouais. Donc en fait, c'est juste que en fait, enfin, je fais comment dire ça? Une supposition, hein. Mais ton métabolisme de base serait à 1500 calories, mais tu souffres d'une hypothyroïdie et en fait, tu es à 1050 calories. Sauf que comme 1050 calories, ça fait vraiment pas grand-chose, bah, il y a des grandes chances que sur ta journée, tu en manges toujours plus. Et donc forcément que tu perds pas de poids. Exactement ça. Ok. Et en fait, il y a une énorme surestimation des besoins caloriques de la part des médecins et des diététiciens. Je vous donne un exemple très récent. L'année dernière, j'ai eu une personne qui a été suivie pendant plusieurs années par des diabétologues, par des endocrinologues, par une diététicienne. Impossible de lui faire perdre du poids, au contraire, elle en prenait systématiquement. Donc, la médecin lui a dit, bah, c'est hormonal. Donc, l'hormone crée de la matière dans le corps humain. Voilà, c'est une étoile à neutrons, la femme. Donc, non, on ne crée pas de matière dans le corps humain. Donc, on a regardé ensemble ce qui était proposé. Et eux, ils avaient découvert, toute cette équipe-là, qui travaillait ensemble, c'était des grands pros, mais ils avaient estimé les besoins à 1826, je crois, de mémoire, calories par jour. Je dis, c'est impossible que vous soyez à cette valeur-là. Vous êtes sédentaire, vous avez 54 ans, vous faites pas de sport, faites rien. C'est sûr et certain que c'est moins que ça. Ouais. Sûr et certain. Je dis, c'est pas compliqué. Moi, je pense que vous êtes plutôt aux alentours de 1003. Donc, j'ai descendu les calories progressivement. Et arrivé à 1003, à quelques bananes près, hein, Oui, bien. arrivé aux alentours de 1003, stabilisation du poids. On a continué à descendre. Le poids est descendu. On a continué. On a perdu 20 kilos. Ok. C'est fou ça. Là, tu as fait une approche plutôt progressive dans la baisse, dans la descente des calories versus l'approche dont tu parlais dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, qui est de tout renverser d'un coup. Oui, parce que les médecins la suivaient encore et n'étaient pas d'accord pour que je fasse ça. Et Ok. je ne veux pas avoir de souci avec les médecins. Ouais. Et je voulais leur montrer qu'ils avaient tort. Donc, en descendant les calories progressivement, j'ai montré qu'ils avaient tort. Et l'équipe entière a reconnu qu'ils s'étaient trompés. Ok. Mais c'est rare. Hein. La plupart du temps, ils nous traitent de nazis et compagnie. Hein. Ouais. Ouais, ok. Donc, de manière générale, les gens surestimeraient leurs besoins caloriques journaliers.
drastiquement, hein, beaucoup Ok. trop. Et tu penses on est sur une fourchette de quoi? De 200, 200, 300 cales en trop ou plutôt 500 à 800 cales en trop? Hmm. Hmm. Non, je pense que déjà 200 à 300, c'est beaucoup. Ouais, Parce que 200 cales par jour, tu te rends compte que sur une année, quand même, ça fait, tu vois, tu multiplies par 300, ça fait un c'est bon paquet de cales. absolument énorme. Un marathon, c'est 3000 kilocales à peu près, donc Ouais. c'est gigantesque. Mhm. Ok. D'accord. Je l'ai noté là et je te la pose maintenant, puis je pense que ça nous permettra de rebondir là-dessus. Quel est l'intérêt du travail de renforcement musculaire dans un but de créer du nouveau matériel contractile, du nouveau muscle? J'avais juste envie de me faire plaisir avec cette terminologie-là. Dans la gestion de l'insuline. Bah, alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect de gestion de l'insuline, en effet. En général, plus on fait une activité physique et plus la résistance à l'insuline diminue. Ok. Ça, c'est le premier point. Tous les marqueurs liés au diabète ou aux soucis insuliniques diminuent, comme par exemple l'hémoglobine glyquée. Voilà, ça a tendance à baisser, l'inflammation globalement baisse. Et puis, chose encore plus importante, c'est que lorsqu'on est en situation sédentaire, donc là, par exemple, sur ma chaise, pour faire rentrer mon glucose à l'intérieur de mes cellules, j'ai besoin majoritairement de l'insuline. Mhm. Sans insuline, c'est très compliqué. Donc, si jamais je suis en activité sportive, eh bien, déjà, je vais plus être capable de sécréter beaucoup d'insuline. Plus on fait d'activité sportive, plus pendant l'activité, l'insuline a tendance à être inhibée. Et pourtant, le sucre rentre dans les cellules. Et on s'est Mhm. rendu compte qu'il rentrait de manière quasiment passive à l'intérieur des cellules. Donc, ce qui veut dire que, si on vulgarise, on n'a pas besoin d'insuline pour faire rentrer du glucose dans les cellules quand on fait de l'activité physique. À un moment T, hein. Mhm. Oui, pas tout le temps. Non. Ok. Ok. Ouais, Et, donc. ouais. Et l'autre point, excuse-moi, Ouais, c'est vas-y. qu'évidemment, quand on a plus de masse musculaire, même si ce n'est pas extrêmement important, eh bien, on dépense aussi plus de calories par jour, donc le métabolisme est un petit peu plus haut, et donc Mhm. c'est plus facile de perdre du poids et de gérer l'alimentation. En gros, 1 kilo de muscle, c'est 13 à 15 kilocales par jour en plus Ok. de dépenser. Ok. Donc, chez quelqu'un, par exemple, qui serait diabétique de type 2 en premier stade, c'est-à-dire que pour l'instant, il est encore sous médication ou en tout cas sous conseil alimentaire, l'activité physique plus le renforcement musculaire, donc une activité cardio plus une de renforcement musculaire, serait vraiment, vraiment intéressant pour lui dans une optique de sa gestion de l'insuline. Mais carrément. Ok. Mais à fond. C'est d'ailleurs scandaleux que ça ne soit pas mis en avant partout. Il n'y a aucune pathologie sur Terre, en tout cas à ma connaissance, qui ne soit pas améliorée par l'activité physique, Mhm. quel que soit son ordre, que Ouais, ce soit ouais. cardio ou développement musculaire. Ouais. Et pourtant, c'est jamais mis en place. Ça coûte Mhm. beaucoup moins cher que de prendre des médicaments. Ça, voilà, les théories qu'il y a derrière sont. Je te sens glisser dans une théorie. Fais attention, ma chaîne n'est pas encore monétisée. J'aimerais qu'elle puisse l'être un jour. Non, mais je suis 300% d'accord avec toi. J'ai une connaissance qui est en dépression slash burn-out, qui a été consulté son médecin généraliste, un premier psychologue, un psychiatre pour renouveler les ordonnances pour le psychologue. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais à un moment donné, est-ce que sur ces trois professionnels de la santé, tu en as au moins un qui t'a parlé d'exposition au soleil, de sport et d'alimentation? Il m'a dit non. Je dis, bah voilà. Donc, je ne pense pas que le sport, l'alimentation et l'exposition au soleil soient la remédiation ultime à ces problématiques et que très certainement de la médication, bah, elle est pertinente à un instant T pour lui, pour cette personne, mais en parallèle, on devrait mettre ça en place systématiquement. Mais oui, mais bien sûr. Oui, moi je pense que c'est des facteurs qui sont majeurs, hein. Je pense qu'on sort une grosse partie des gens de ce genre de situation juste par ça. Mhm. Ouais. Et Et ouais. qualité du sommeil aussi. Ok. Donc la masse musculaire aide à une meilleure gestion de l'insuline et l'activité physique fait que le glucose rentre dans les muscles et dans le foie aussi ou juste dans les muscles? Non, dans le foie aussi. Ok, dans le foie et dans les muscles sans avoir besoin en fait de l'insuline comme hormone de stockage. Ah non, par rapport à quand tu fais de l'activité physique? Ouais. Ok. Oui, ça améliore aussi la sensibilité à la captation du glucose. Ouais. Ouais, ok, donc ça c'est le premier point. Ce pic d'insuline.
est-ce qu'il est réellement dangereux? Parce qu'on voit que tout le monde cherche à promouvoir un régime alimentaire avec un indice glycémique bas, donc ça veut dire une manière de manger qui ferait pas trop monter l'insuline. Est-ce qu'on doit vraiment chercher à la maintenir basse ou est-ce qu'au final, on s'en fout du moment que tu es actif et que tu bouges? Je pense que le fait de la garder haute longtemps, c'est ça le problème. Ok. C'est pas un pic aigu, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que de manière chronique, on n'ait pas de l'insuline qui soit en trop grande quantité. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la résistance à l'insuline, même si c'est pas, ça donne pas toutes les pathos qu'on veut bien nous faire croire, ça crée quand même des soucis qui sont majeurs et dangereux pour la santé, ça c'est clair, hein. Comme Donc, quoi, faut par faire exemple? attention. Bah, la résistance à l'insuline, Hormis ça le va diabète. entraîner, ouais, ouais, ça va entraîner progressivement le prédiabète puis le diabète. Donc, Mhm. c'est un vrai souci. Et puis, la gestion du glucose, c'est quand même le fonctionnement normal du corps humain. Après, on va dériver sur tout ce qui est syndrome métabolique, tout ce qui est foie gras, et c'est détérioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Donc, c'est vraiment mauvais, ça, c'est clair. Par Mhm. contre, c'est pas parce que vous allez manger un carré de sucre ou deux carrés de sucre une fois par semaine qu'il va se passer quoi que ce soit. C'est pas vrai. Il va rien se passer du tout. Et plus vous êtes actif, moins c'est grave de faire ça. Mhm. Donc, je ne le conseille pas pour autant, mais il ne faut pas en avoir peur. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, il y a quelques années, pour prouver que l'insuline ne faisait pas prendre du poids, j'avais mangé que des carrés de sucre blanc. 100% de mes calories, c'était que des carrés de sucre blanc. Voilà, ouais, c'est pas fou. Ça m'a rendu archi malade, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, la balance n'avait pas bougé d'un millimètre, T'as fait quoi. ça sur combien de temps? Alors, quelques semaines. Mais c'est beaucoup déjà, hein. Mais t'es Ouais, complètement taré en fait. ouais, j'étais jeune et bête, ouais. T'as bouffé que des carrés de sucre pendant quelques semaines. Ouais, à la fin, je pouvais plus les bouffer, donc je les diluais dans l'eau. Donc j'ai eu des soucis de dents, j'ai eu des soucis intestinaux et compagnie. Ok. Mais par contre, sur la balance, j'ai pas bougé. D'accord. Et tu t'es pas fait un diabète de type 2 au passage? Non, après, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais parce que tu étais hyper actif sportivement et donc ça a eu moins d'impact. Ouais. Alors, pour la santé, oui. Pour le poids, j'ai bien mesuré le nombre de calories nécessaires. Ok. Ouah, que des carrés de sucre, mamma mia. Ouais, je ne le referai plus parce que je t'avoue que j'ai été bien malade. Ouais, Voilà. tu Passe m'étonnes. les détails. Tu m'étonnes, ok. Donc, au final, qu'est-ce qui pourrait faire que, vu que c'est ça qui est dangereux, qu'est-ce qui pourrait faire que l'insuline reste haute de manière constante? Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour éviter que cette insuline reste de manière constante élevée? Très souvent, c'est des personnes qui vont manger des produits qui sont très riches en glucides, qui arrivent rapidement dans le sang, Mhm. tout simplement. Et ça arrive des gens qui grignotent toute la journée, par exemple. Tu as Ok. des gens qui vont grignoter toute la journée, tu vois. Malheureusement, et ça, c'est un vrai fléau, dans beaucoup d'administrations ou de grandes entreprises, tu as sans arrêt des sucreries ou des gâteaux, des choses comme ça qui sont sur les tables. Ouais. Tu vois, j'ai des infirmières, j'ai des gens qui travaillent dans des très grosses sociétés qui, lorsqu'elles arrivent dans la salle de repos ou sur leur bureau, il y a systématiquement des croissants, des bonbons, des marques que je ne peux pas citer, enfin, quoi que si on s'en prend, on est sur Internet, Sneakers, Mars et Mhm. compagnie. Et, euh, et elles en mangent tout le temps, même en petite quantité. Et ben, ce qui fait que tu as l'insuline qui est sans arrêt stimulée. Et c'est vraiment pas bon pour leur santé, surtout que c'est des personnes qui sont inactives Mhm. ou peu Ouais. actives. Les infirmières sont actives, mais bon. Voilà. Ouais. Si, ouais, à la limite, si t'es maçon et que t'es toute la journée en train de bêcher, Ah, oui. là, ça va aller, quoi, le sneakers. Ah bah oui, c'est clair. Ah bah Ok. oui, y a aucun risque, hein. Les gars, ils ont 2000 calories de NEAT en plus que la moyenne des Français. Voilà. Pas de Ouais. souci, hein. Mais comment est-ce que, tu vois, c'est un truc intéressant parce que, alors, je fais pas une généralité, hein, évidemment, pas que je me fasse éclater en commentaire et que je prenne un shitstorm monumental, mais quand je regarde, tu vois, sur les chantiers, ou Ouais. les gars qui travaillent sur les routes, nous, on a la moitié de la ville qui est éventrée à Lausanne, donc on voit ça souvent. J'ai l'impression de voir plus souvent des mecs avec un peu d'embonpoint que des personnes qui sont, on va dire, fit. Est-ce que la manière de manger, indépendamment de ton activité physique, a quand même un impact sur ta prise ou pas de poids? Après, alors, déjà, la première chose, c'est que beaucoup de personnes en embonpoint sont pas les personnes les plus actives de l'entreprise. C'est pas Mhm. ceux qui bougent le plus. Ouais. Moi, voilà, pour payer ma fac, j'ai fait plein de petits boulots et j'ai travaillé dans les monuments historiques. Tu vois, on refaisait des bâtiments historiques.
Et on arrivait à 7h ou 6h30 sur le chantier. Et il y avait la pause de 8h. C'était croissant, machin Mhm. du chouette. Il y avait la pause de 9h30, 10h. Je devrais pas le dire, mais ils étaient au blanc et au saucisson. Euh, il y avait, voilà, puis pour les musulmans, il y avait des sortes de gâteaux sucrés, Mhm. etc. Et après, bah, ils mangeaient à midi. Je te raconte pas ce qu'ils se mettaient comme gamelle au restaurant voilà. L'après-midi, il y avait généralement une pause aussi. À 16h, c'était fini. Ils rentraient chez eux, ils remangeaient et après, ils remangeaient le soir. Ouais. Ouais, donc en fait, Tout le c'est monde c'est- était- c'est juste que même si tu dépenses 2000 calories de NEAT, bah, t'en as encaissé beaucoup plus à la fin de ta journée, quoi. Voilà, eux, ils n'étaient même pas à 2000 kilocals Mhm. de plus que la moyenne, hein. Eux, ils devaient être à 500 cales de plus que la Ok. moyenne, mais sauf qu'ils s'en mettaient 1500 de plus dans le cornet que les autres, hein. Mhm. Donc, Ouais. Mais indépendamment de comment je vais manger, au-delà du fait qu'on peut avoir de l'inconfort, tu vois, sur le système digestif, mais indépendamment de comment je vais manger, à la fin, c'est toujours la balance calorique qui règle les comptes. mais bien sûr. Mais le souci, c'est que aussi, autre chose qui n'est pas pris en compte ou peu pris en compte par les personnes, qui disent, mais regarde, j'ai bien mangé le nombre de calories indiqué, et ça n'a pas donné le même résultat que l'autre qui a mangé le même nombre de calories, alors qu'il a le même métabolisme. Et en fait, 2000 calories et 2000 calories, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette qui termine 100% dans ton organisme. Mhm. Il y a une énorme différence. On prend un exemple, tu prends une compote et tu prends une pomme, avec la même quantité de calories à l'intérieur. Dans ta compote, tu as beaucoup, beaucoup moins de fibres et tu as besoin de beaucoup moins d'activité enzymatique pour digérer la compote en glucose et fructose. Mhm. Alors que ta pomme, elle a besoin d'être beaucoup, beaucoup plus massée, écrasée, dissociée avant d'être digérée. Et donc, ça va augmenter énormément le nombre de calories que tu vas dépenser par ton tractus digestif par rapport à l'autre. Mhm. Donc, au final, tu as bien mangé le même nombre de calories dans les deux cas, mais par contre, tu as dépensé plus de calories pour digérer ta pomme que pour digérer ta compote. Et c'est valable pour plein d'aliments, ça. Les personnes qui mangent ultra transformés, le souci, c'est pas tant la saleté qu'il y a dedans, même si c'est un vrai souci, mais c'est aussi le fait que ce sont beaucoup des aliments qui sont, entre guillemets, prédigérés, si vous voulez que je fasse ça de manière très simple, qui contiennent très peu de fibres et qui sont donc très faciles à faire descendre dans le tractus. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Là où des aliments qui sont peu transformés vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles à digérer. Et pour un sédentaire, je rappelle que ça peut être 15% des calories totales de la journée, juste pour digérer des aliments. Ok, donc si on regarde les différentes manières qu'on a de dépenser de l'énergie, on a donc l'activité physique, on a le NEAT, c'est l'activité en dehors du sport, marcher, prendre les escaliers, tout ça, tout ça. On a notre métabolisme de base, donc c'est-à-dire la quantité de calories que notre corps a besoin pour pouvoir maintenir ses niveaux et son poids. Et puis le dernier truc, c'est la quantité de calories qu'on va utiliser pour la digestion des différents aliments. C'est ça? Ouais. Ok. Oui, Et donc on peut vraiment faire une réelle différence sur ça. bah oui. Si vous prenez quelqu'un qui est très proche de son équilibre, Mhm. donc il est très proche du maintien calorique, mais il mange beaucoup de produits transformés. Vous lui mettez que des produits qui sont riches en fibres et qui sont pas transformés du tout. Et vous allez voir qu'il va se mettre à perdre du poids alors qu'il n'a pas bougé ses calories. Ok. En tout cas, ses calories in. Mais il a beaucoup bougé ses calories out. Ok. Et donc Parce que 15... ouais, les aliments, enfin, c'est des aliments bruts, quoi. ouais, Mhm. plus ils sont riches en fibres, plus ils vont mettre longtemps à sortir, plus ils vont être difficilement digérables, et plus ils vont euh, coûter en calories. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on aborde souvent pas ce point-là comme un axe de progression pour la perte de poids. Et en fait, du coup, ça me fait venir à l'esprit que tous les substituts en fait de repas sous forme de shaker, pour pas citer une grande marque, bah en fait, à calories identiques, les gens perdent pas de poids parce que leur système digestif travaille pas. Ah oui, très Ok, peu. d'accord. Très peu. Donc ils se Et coupent d'une des Mhm. dépenses du corps. D'accord. Et ça, sur le système digestif, est-ce qu'on est sur le même principe que pour le reste, if you don't use it, you lose it? Est-ce que le système digestif perd en efficacité si je le stimule pas à travailler des matières brutes? Alors oui, il perd en efficacité.
Tu as besoin d'un temps d'adaptation pour que tes enzymes refonctionnent correctement, que tes Mhm. sucres soient sécrétés en quantité suffisante. Donc, tu vas avoir des inconforts, des ballonnements, des irritations du côlon Mhm. ou du grêle. Ça, c'est assez régulier. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pour qu'on essaie de varier l'alimentation. Il y a des nutritionnistes qui disent qu'on peut manger tout le temps la même chose. C'est pas faux d'un point de vue apport vitaminique, micronutriments et compagnie. Mais c'est embêtant parce que le jour où cette personne-là veut sortir de ce régime qu'il suit depuis longtemps, eh bien, il est plus habitué, il est déshabitué. Et il va avoir une phase de transition qui est compliquée. Et parfois même, il peut devenir sensible à la molécule qu'on réintroduit. C'était un de mes sujets d'ailleurs avec biomécanique, là, Jérôme de biomécanique, on en Mhm. parlait hier. Ok. Donc, quand tu dis avoir une alimentation variée, tu dirais, c'est faire tourner combien d'aliments différents dans sa semaine ou dans les mois? Dans l'idéal, je dirais tous les jours, sauf Mhm. que je suis conscient, je suis père de famille, je sais comment ça se passe. Quand on fait des repas, on a envie qu'ils durent 2, 3 jours. Donc je dirais, allez, changez au moins 2 à 3 fois par semaine vos céréales, vos légumineuses, vos sources de protéines et puis vos fruits et légumes. Les Mhm. fruits et légumes, on a moins de soucis parce que si on les prend de saison, de fait, ça varie régulièrement. Ouais. Les céréales, on en a toute l'année, quoi qu'on puisse faire, on peut en trouver tout le temps. Donc Mhm. ça, faut le faire de manière un peu plus. Enfin, faut se contraindre à le faire, quoi. D'accord. Ok. Donc, ouais, en fait, on n'a pas besoin de se mettre du stress et de l'anxiété avec la gestion du pic d'insuline après avoir mangé, tant que on fait en sorte qu'il redescende et qu'il reste pas à un haut niveau. Absolument. Sachant qu'en plus, il finit par se normaliser, quoi qu'il arrive, même chez les personnes qui font n'importe quoi. Il finit par se normaliser. Donc, mais je pense qu'il faut plutôt. Bien sûr qu'il faut essayer de manger le mieux possible, ça c'est une évidence. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un écart de temps en temps, même si je ne suis pas du tout fan de ça, hein. Mais je comprends aussi des personnes qui ont besoin de temps en temps de Le cheat compenser. meal. Ouais, alors, je ne suis pas fan des cheat meals, hein, du tout. Ah non, je Je suis pas préfère fan non plus. Je préfère la petite récompense régulière. Ouais. Tu vois, le petit carré de chocolat, tu donnes en récompense à la personne une fois de temps en temps. Mhm. Je pense que c'est bien. Le cheat meal, c'est très très vite toute la semaine qui est foutue. Ouais. Donc ça, je suis pas. Oui, et puis au-delà de ça, enfin, je veux dire, enfin, la notion de faire un truc qui te fait plaisir, mais que il est nommé comme un acte de tricherie, c'est complètement con. Bah oui, Ouais. mais évidemment. Mais par Mais c'est- contre, je tiens quand même à préciser pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez un client ou une cliente qui arrive et qui vous dit ouais, je veux perdre du poids et que la première question que la personne vous pose, c'est quand est-ce que je vais pouvoir avoir mon premier cheat meal, alors, ça va pas être évident. Non, ça va être compliqué. Ça va Et être compliqué. si tu permets, je vais rebondir sur la deuxième personne qui a créé, enfin qui a permis ce podcast, et je te Mhm. remercie infiniment. Euh, son sujet, c'était tant qu'il y a l'insuline, il n'y a pas de perte de poids. Ah oui, c'était ça en fait. C'est juste, tu t'es pris la tête avec quelqu'un par message, t'as dit ouais, il faudrait quand même qu'on en parle, et puis j'ai dit ah bah viens, on va en parler ensemble. Ok, donc vas-y, explique ça. Ça sert à ça, les copains. Merci, Ken. Ouais, je t'en prie. Donc, euh, en fait, il part d'un principe qui est lorsque l'insuline est présente et peut se fixer, il y a une inhibition de la lipolyse. Qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes? Ça veut dire que les graisses qui sont stockées sous votre peau, dans des petites cellules qu'on appelle les adipocytes, ne peuvent plus être dégradées, envoyées vers la circulation, puis utilisées par les muscles, par exemple, pour fournir l'énergie mécanique. Je reviens sur ce que tu viens de dire là. Donc la personne, son postulat, c'est que quand l'insuline est élevée, Mm. je peux pas brûler de graisse. Oui, Ok. ce qui est de base un fait. Lorsqu'il y a de l'insuline, la lipolyse est non pas supprimée, mais ralentie, costaud. Ça, c'est pas faux. Mais pour quelle Ça, c'est pas raison, en fait, il y a ce procédé-là? Ça permet quoi, le fait? Enfin, pourquoi est-ce que le corps met ça en place concrètement? Parce que s'il le met en place, c'est qu'il y a une raison. Et quand il y a une hormone qui agit, elle agit toujours sur son action principale et elle inhibe l'action contraire. Toujours. Ok. Donc, comme l'insuline fait rentrer le sucre à l'intérieur des muscles, fait rentrer les graisses à l'intérieur des adipocytes et fait rentrer aussi les acides aminés, j'y viens tout à l'heure, dans les cellules, Mhm. elle demande à ces cellules d'arrêter d'essayer de ressortir ces molécules.
Ce qui fait sens. ce qui fait sens, Ok. pour pouvoir les stocker. Ok. Donc, elle va dire au tissu adipeux, garde tes lipides à l'intérieur. Ouais. Et donc, elle va aussi, cette insuline, empêcher la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène en glucose. C'est pas vraiment en glucose, mais c'est en G6P, bon, peu importe. Et elle va aussi empêcher la néoglucogénèse. Pour faire très simple, la néoglucogénèse, c'est je prends une molécule qui n'est pas un glucide et j'en fais un glucide. Mhm. Et bien, quand l'insuline est haute, ça, c'est stoppé ou bien ralenti. Ok. Donc, et dernière chose, il y a encore une dernière chose, c'est que lorsque l'insuline est haute, les cellules qui ont des graisses à l'intérieur n'utilisent pas ou peu ces fameuses graisses Ok. Comme substrat énergétique. comme substrat énergétique. D'accord. Donc, Ok. si on met tout ça bout à bout, bah, les cellules meurent. On ne peut plus faire rentrer le sucre. Alors, admettons qu'il n'y ait pas de résistance à l'insuline. Bon. Mhm. S'il n'y a pas de résistance à l'insuline, la personne va juste faire rentrer son sucre et ses graisses là où ça doit rentrer, et on n'utilise plus le gras. Donc, on n'utilise que le sucre. Ou quasiment que le sucre. La phosphorylcréatine, c'est très très peu de calories sur une journée. Euh, une fois qu'il n'y a plus de réserve de glucose, comment on vit? Mhm. Oui, comment on vit, puisque on ne peut pas utiliser les graisses si on écoute ce que nous disent ces gens-là. Et admettons maintenant que cette personne elle a carrément une résistance à l'insuline à 100%. Plus de sucre qui rentre, plus de graisse qui sort, plus de graisse utilisée. Comment vivent les cellules? Ouais. Pas possible. Mais donc Pourtant, son. moi, je constate que mes clients ils perdent du poids, malgré le fait que l'insuline crève le plafond. Mhm. Comment c'est possible? En fait, c'est simple. Hein. Tous les phénomènes que je viens d'expliquer là sont 100% vrais, mais je vais citer un chercheur de 99 qui avait expliqué, c'est Ehlerstein, il avait expliqué, tous ces phénomènes-là ne sont possibles qu'en cas d'isocalorie ou d'hypercalorie. Dit autrement, quelqu'un qui mange moins de calories par jour que ce dont il a besoin, tous les phénomènes que je viens d'expliquer là sont inhibés. Ils arrêtent d'être aussi restrictifs. Donc, si tu es en maintien calorique Oui, ou si tu es en surplus calorique, oui. ce que tu as expliqué là, c'est-à-dire, un, l'insuline empêche la thermogénèse des graisses. Hmm. En fait, c'est ça que tu as expliqué principalement, mais c'est pas tellement du coup le fait que ce soit l'insuline. Enfin, attends, je reprends, je me suis embrouillé moi-même, désolé. Ce que tu expliques là, c'est que du moment qu'on est en maintien calorique ou en surplus calorique, effectivement, quand il y a une insuline qui est produite et qui est en activité, ça empêche de brûler des graisses. Oui, C'est ça. mais ce qui est normal, même chez quelqu'un qui n'a pas de problème d'insuline. Bah oui, parce que tu es Si, t'es en maintien calorique ou en surplus. Donc tu mais veux pas perdre du exactement. poids. Mais non. Ok. Mais par contre, tu prends quelqu'un et lui coupes les calories. Et ce qui est drôle, c'est que cette personne, je ne vais pas partager ses messages parce que je suis respectueux de son travail, donc je ne vais pas partager les messages. Mais toi, en off, je pourrais te les montrer. Mhm. Euh, cette personne-là, je dis, mais alors qu'est-ce qui se passe dans les camps de la mort? Mhm. Puisque moi, je connais bien ça avec ma famille. Ou qu'est-ce qui se passe si moi, je mets un client à 500 cales par jour? Alors là, je te raconte pas les émoticônes qu'il y a eu sur les messages de réponse. Oui, mais ça, on est en train de tuer la personne, etc. Ah bon? Je sais pas, vous recommandez le jeûne. Mhm. Ah, le jeûne, c'est 0 cal, c'est pas Ouais. 500, c'est zéro. Enfin, bref. Et donc, et qu'est-ce qui se passe? Et là, la réponse de la personne, ah bah oui, dans ces cas-là, la personne, elle perd du poids. Pas possible. Ok, mais du coup, c'était quoi sa remédiation à la personne? Parce que si le fait d'avoir de l'insuline qui est présente empêche le corps de brûler des graisses et donc, in fine, de brûler des calories et donc de perdre de la masse graisseuse et du poids, c'est quoi sa solution? C'est d'avoir une alimentation qui fait jamais monter l'insuline pour pouvoir perdre du poids? Ouais, carrément, même parfois, il coupe les glucides. Ok. Ça arrive. Et puis, il joue sur des prises de médicaments pour réguler la fonction hormonale. Donc tu viens faire un truc en termes d'alimentation qui fout suffisamment le bordel dans ta production hormonale pour pouvoir filer des médicaments, enfin pour devoir donner des médicaments derrière pour réguler la production hormonale. Ah oui, la réponse à quasiment toutes mes. Parce que moi, dans la conversation, j'envoyais une étude pour montrer que ce qu'elle disait était faux. Et une autre étude, et encore une autre étude, encore une autre. Oui, mais je connais cette étude, mais cette étude, elle marche que pour les sportifs. Quoi? Mais non, ça marche pour tout le monde. Et quand bien même, ben, mettez les gens au sport. C'est quoi le problème? Ça coûte zéro.
Faire de basket, du lit d'aller marcher un peu en grimpette, courir, faire des pompes, faire des squats, des abdos, c'est pas hyper compliqué, tout le monde peut y arriver. Ça coûte rien et c'est moins coûteux que des hormones que vous allez leur filer ou des contrôleurs d'hormones qui coûtent la peau des fesses à la sécurité sociale. Mhm. Et ce qui est dingue, donc pour revenir sur ce qu'elle disait, oui, ils vont perdre du poids, mais on les met en starvation. On les met en restriction Privation. calorique tellement. Ouais, elles vont mourir de faim, quoi. Mais où vous avez vu ça? Et là, tous les poncifs sont sortis. Le BTS diète première année des années 20. C'est pas vrai, parce que le diplôme date c'est plus récent que ça, mais vous avez compris. Les vieilles études. Ah là là, attention, elle va reprendre plus vite. Allez, premier poncif. Ah, elle va perdre de la masse maigre. Allez, deuxième poncif. Ah, la satiété, elle va crever de faim, donc elle va sauter sur tout. Troisième poncif. Et bref, tous les trucs sortaient. Et chaque fois, je lui mettais 2, 3, 4, 5 études pour lui montrer c'est faux, on reprend pas plus vite du poids parce qu'on a perdu du poids plus vite. C'est faux, on perd pas plus de masse musculaire au début quand on est très gras et qu'on perd du poids vite. C'est faux, on n'a pas de problème de satiété parce qu'on est très bas en calories, parce que le nombre de calories n'est pas compté par nos hormones, sauf par un médiateur qui s'appelle PYY36. Mais Mhm. sinon, voilà, Mais, bref, je vais montrer tout ça. Eh ben non. ok, mais on est OK sur le fait que les études dont tu parles montrent ça. Mais qu'est-ce qui explique que sur le terrain, on voit des gens qui ont perdu beaucoup de poids très rapidement parce que régime très restrictif et qui ont repris beaucoup de poids derrière? Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait des gens qui aient vraiment tu vois, qui sont dans ce truc de ah ouais, bah en fait, je mange moins, puis d'un coup, je vais aller me jeter sur quelque chose. Je veux dire, certes, les études ne le montrent pas, mais sur le terrain, c'est des choses qui sont observables. Oui, mais parce que le contexte n'est pas mis. Les Ok. gens qui perdent beaucoup de poids, mais qui n'ont pas été suivis tels que nous, on le fait. Quand je dis nous, c'est toutes mes équipes ou tous les gens que je forme. Mhm. Moi, quand je fais perdre du poids à quelqu'un, il n'est pas sans arrêt à être stressé, à dire c'est insupportable, j'y arrive pas et compagnie, et à sauter sur un aliment quand il a le droit ou quand il pète un boulon. Mhm. C'est évident que si c'est mal géré, la perte de poids, il y a derrière une compensation, mais qui n'est pas liée au fait que la personne a perdu du poids vite, c'est lié au fait que le suivi psychologique et l'encadrement du client a été mal géré. Ça, c'est très clair. Et la reprise de poids, c'est pareil. Dans les études, c'est pareil, on mettra en description si tu veux, Ken, toutes les études. Mhm. Les gens qui reprennent du poids vite, le plus souvent, c'est parce qu'ils ont repris leurs habitudes d'antan. Ils ont repris ce qu'ils faisaient avant. On les a pas éduqués à manger différemment, quoi. Exactement. Et Mhm. moi, tout le but de mon suivi, c'est pas que les gens ils aient des menus tout faits, même si je le fais, hein, je leur donne des menus tout faits, mais c'est surtout que je les éduque au fur et à mesure et que je les accompagne. Le gros de mon travail, c'est pas de faire des menus parce que tout le monde peut faire des menus. Je veux dire, Mhm. aujourd'hui, il y a tellement de connaissances sur Internet ou par des IA qu'on peut très bien faire des menus soi-même. Mais par contre, l'accompagnement qu'on apporte, c'est comme en coaching. Mhm. L'attention qu'on apporte, le suivi, tous les jours, mes clients m'envoient des messages, bah, ça aide à tenir, ça aide à s'informer, ça aide à savoir comment s'y prendre et puis à changer son mindset, à changer sa manière de voir le monde. Et ça Ok. fonctionne. Ouais. Ok. Donc en fait, les reproches qui sont faits, qui sont utilisés comme prétexte pour derrière vendre un truc un peu miracle, c'est juste que Mm. les gens ont été mal conseillés et mal accompagnés au départ. Oui, Ouais. oui, 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 clairement. Et c'est très drôle parce que plusieurs influenceurs très connus, dont certains étaient au symposium, qui font des menus et qui contredisent ce que j'explique, ben moi, je les récupère en client derrière. Pareil, je te montrerai les messages, Ken, en privé. Et c'est bizarre, moi, ça marche. C'est Mhm. fou, hein? C'est pas que je suis meilleur qu'eux, c'est juste que je sais pourquoi ça n'a pas marché. Je sais ce sur quoi ils n'ont pas appuyé. Il n'y a pas eu assez d'accompagnement parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou parce que ça les embête. Ou... Voilà. Et moi, quand je les récupère, ben, je prends le temps. Mhm. Et finalement, ça marche. Ouais. Donc on en revient encore une fois sur l'importance de la relation entre le coach et le coaché ou le nutritionniste et la personne qui va recevoir les conseils. Mais oui, mais très Mhm. clairement. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses, parce que tu as parlé d'IA, j'ai un copain qui m'a envoyé l'autre jour, alors c'est un mec qui est sportif, qui sait ce que c'est de s'entraîner, qui a été accompagné et qui aujourd'hui fait sa programmation lui-même uniquement à travers l'intelligence artificielle et qui me dit, ouais, je vois pas pourquoi aujourd'hui je prendrais un coach. Puis je dis, bah, t'as raison, parce que toi, tu sais faire, tu sais ci, tu sais ça. Puis après, je balance quand même deux, trois trucs sur les calculs peut-être un peu foireux que l'IA peut faire suivant si elle fait un 220, 220 moins l'âge au lieu d'utiliser, je sais pas, une formule de Gelish ou de Carbonell, enfin bref. Et au final, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, à la fin,
aujourd'hui encore, aucune IA est capable de proposer cet accompagnement et cette relation entre la personne qui entraîne et la personne qui se fait entraîner. Toi, tu vois si tu devais donner aujourd'hui des conseils aux auditrices et aux auditeurs, toi qui as quand même du recul en termes d'expérience, et qui aujourd'hui ont peur de la concurrence de l'IA, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se maintenir à flot? Alors déjà, première chose, ne jamais avoir peur de la concurrence tout court. Moi, j'ai toujours pris mes concurrents comme au contraire des co-publicitaires. Mhm, Dans la première salle où j'ai fait des coachings, on peut revenir sur ton podcast où je raconte ma vie. Au début, j'étais tout seul. mhm, Et puis, tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois, il y a eu des coachs pendant une période qui sont arrivés. Et à mhm, la fin, on était 11 coachs, je crois. Et moi, ça m'a jamais embêté. Au contraire, j'étais cool. Parce que je me disais, chaque fois qu'ils font un coaching, s'ils le font de bonne qualité, ils me font de la pub. mhm. Et s'ils le font de mauvaise qualité, bah, les clients vont revenir vers moi après avoir eu un coach qui fonctionne pas bien. Il faut toujours tourner les choses au positif. C'est pas mal. C'est pas mal. Et, pour l'IA, en fait, c'est exactement pareil. Oui, aujourd'hui, si je fais un battle scientifique avec Grok ou ChatGPT, je vais probablement perdre. Alors, il y a des points sur lesquels je sais encore comment faire pour les coller. Ils font Mhm, encore des erreurs parce que leurs sources de. Enfin, aller chercher les sources, pour eux, c'est pas encore parfait. Mais c'est clair qu'ils sont tous capables de passer, toutes les IA sont capables de passer la Greg et un doctorat dans toutes les matières et probablement d'avoir des meilleures notes que les plus grands scientifiques du monde. Ça, il n'y mhm. a aucun doute là-dessus. Par contre, sur l'accompagnement, pour le moment, peut-être qu'un jour ça sera le cas, mais pour le moment, c'est pas possible. L'IA peut pas venir te toucher, peut pas venir t'écouter quand tu es en train de pleurer et te remonter le moral, peut pas être là, ouais, être là pour toi. Ça, Mhm. y a pas. Et c'est primordial. Je veux dire, pourquoi toi, moi et d'autres, on fait appel à d'autres coachs pour nous coacher? C'est pas Ouais. parce qu'on sait pas faire. C'est parce que quand ça vient d'un autre, on a l'accompagnement, on a une autre vision des choses, on a Mhm. plein de choses qui sont positives et qui nous aident à avancer. Bah, c'est pareil, tout le monde a besoin en fait de se faire encadrer. Ouais. Oui, c'est juste. Enfin, moi, je remplacerais Vincent par aucune IA. Bah Mais oui, bien ouais. sûr. Ouais, non, je vois bien le truc. Ok, donc si on résume sur le sujet qui nous intéressait à la base, l'insuline. L'insuline, elle a un rôle de gestion du glucose. Elle a une importance dans le fonctionnement et le développement du cerveau. Et puis, c'était quoi le troisième rôle dont tu avais parlé? La satiété. Elle a un rôle dans la satiété. Donc, ça, c'est les trois premiers trucs. On doit être attentif et attentive au fait de ne pas laisser l'insuline être à un trop haut niveau pendant trop longtemps. Et ça peut se régler. Enfin, c'est faire attention notamment au grignotage. Parce que c'est là où, en fait, tu fais que ton insuline elle est élevée tout le temps. Et puis, l'activité sportive, derrière, va permettre une meilleure gestion de l'insuline et une meilleure gestion du glucose. Donc, manger correctement de manière équilibrée, sans forcément chercher à se prendre la tête sur qu'est-ce qui va être un aliment à IG élevé ou à IG bas, et juste manger bah voilà, de manière un peu consciente et avec du bon sens, et puis faire du sport derrière. Et à ce moment-là, notre insuline, elle se comporte tranquillement et elle peut remplir tous ses rôles. Et voilà, Ok. c'est ça. C'est comme le cortisol, c'est comme toutes les hormones en fait. Elles ont une vocation, elles sont là pour avoir des fonctions qui sont très importantes, mais elles peuvent aussi être moins, enfin, elles peuvent se retourner un petit peu contre nous quand on exagère son fonctionnement. Mais si on les utilise dans leur fonctionnement prévu de base, physiologiquement, bah, il ne se passe rien de particulier, hein. Mhm. Tout va bien. Ok. Oui, et puis, enfin, de nouveau, enfin, je reste partisan quand une personne doit mettre des grands changements en place parce qu'elle doit faire des grosses modifications de son hygiène de vie, son mode alimentaire, intégrer l'activité sportive, et que cette personne, elle a, bah voilà, tu vois, je pense à la mère, à la maman de 40 ans, qui a deux enfants qui sont entre 5 et 10 ans, et qui aujourd'hui veut prendre soin d'elle, mais qui a un travail à 80%, deux enfants à gérer, et qui doit faire du sport et changer son mode alimentaire. C'est déjà suffisamment de changements à mettre en place sans avoir besoin d'avoir un discours anxiogène sur ouais, mais mange pas cet aliment parce qu'en fait, c'est un IG trop élevé et tu vas mourir. Oui. Non, non, mais
On fait peur, mais de toute façon, voilà, on va pas aller plus loin sur ce sujet, mais Mhm. vous savez très bien ce qui se passe quand on fait peur aux gens, on leur fait faire un petit peu ce qu'on veut, et c'est plus facile de vendre des bouquins ou des Mhm. thérapies. Ouais. Donc, de manière générale, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, moi, je reste quand même assez partisan de plus une personne cherche à complexifier un truc et à vous foutre les boules, moins il faudrait aller vers elle. Ouais, quelqu'un Et qui vous puis, fait peur, c'est pas conseillé. ouais, et se diriger vers un discours qui est simple. Et notamment aussi un autre warning, c'est la personne qui va dénigrer tout ce qui a été dit avant en disant, ouais, mais en fait, tout le monde s'est trompé jusqu'à maintenant. Moi, j'ai la vérité absolue et je vais tout vous apprendre. Non, non, mais c'est sûr. Déjà, il faut qu'on soit très, très humble avec la science. On ne sait pas tout. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on pense être un faisceau probable, eh ben, on essaie de le mettre en avant. C'est ce que je fais. Hein. Ce que je dis, d'ailleurs, c'est pas mon avis. Hein. C'est l'avis de les plus grands chercheurs du monde qui sont infiniment plus intelligents et connaisseurs dans le sujet que je viens d'aborder là. Mhm. Et on essaie de vous transmettre ce qu'on comprend de ça. Mais Mhm. après, s'ils changent d'avis, bah, moi, je dirais ce qu'ils ont expliqué. Mais moi, mon avis à moi, on s'en fiche. Ce qui Mhm. compte, c'est ce que eux nous amènent comme info et ce qu'on Ouais. essaie de vous transmettre. Et comment nous, on est capable de le contextualiser? Mais bien sûr. Et j'aimerais aussi qu'on arrive à sortir du mécanistique. Si tu permets 30 secondes Bien là-dessus. sûr. Ouais. Les raisonnements mécanistes, c'est il existe une fonction dans l'organisme, donc cette fonction donne son effet systématiquement. Mhm. Donc, typiquement, là, avec l'insuline empêche la lipolyse, donc tant qu'il y a de l'insuline, impossible de perdre du poids. Ben, dans les faits, dans les études, c'est faux. Mhm. Exactement comme les oméga 6 sont capables de produire des molécules qui sont potentiellement pro-inflammatoires, les prostaglandines, les leucotriènes et compagnie, autant en consommer davantage ne va pas forcément augmenter la quantité de ces molécules-là parce que l'organisme n'en a pas besoin, parce Mhm. que l'organisme va mettre en place d'autres schémas pour ne pas utiliser cette voie-là parce que c'est pas utile. Et ben c'est pareil pour l'insuline. C'est pas parce qu'un mécanisme existe que vous le retrouverez dans le réel. Et c'est pour ça qu'il faut lire les études et qu'il faut les comprendre. Et vous allez voir que beaucoup d'études que des gens vont citer pour me contredire, eh bien, si vous êtes capable d'aller voir dans le protocole comment ça a été mis en place, vous allez comprendre pourquoi ces résultats-là ont été obtenus. Vous allez voir quel est le biais qui a été employé. Par exemple, on n'a pas considéré le NIT. Mhm. Ah, mais si, regarde, la Suisse fait bien prendre du poids. Ok, mais on n'a pas mesuré le NIT, on a mesuré que l'activité sportive et les calories qui rentrent. Bah, ok, mais si le NIT, c'est 600 calories par jour, c'est une grosse différence ou pas? Bah, évidemment. Évidemment. Donc, il y a plein, plein, plein de biais comme ça dans les études auxquels les chercheurs n'ont pas pensé ou qui ne trouvaient pas ça forcément hyper intéressant. Bah, ça fausse l'étude. Et ça, c'est pas facile pour les néophytes de faire la différence. Même pour nous, on se trompe parfois. Mhm. Hein. Même Vincent et moi, on se trompe, hein, ça arrive. Mais voilà, si vous êtes capable de lire le protocole, très souvent, vous allez déjouer pas mal de pièges. Ouais. Ouais, ça me fait penser à une publication que j'ai vue de Lane Norton. Je sais que Mmh. tu aimes bien. Et Ouais. il expliquait les résultats d'une étude qui montrait que la whey protéine, donc à base de petit lait, donnait exactement les mêmes résultats que la protéine de petits pois et C'était petits pois et riz. Et en fait, il Et- comparait dans une étude que bah, les personnes qui avaient pris tant de grammes en plus de leur alimentation avaient construit une masse musculaire qui était similaire. Et en fait, en lisant bien l'étude et en allant dans les protocoles, il s'est rendu compte que la protéine de petits pois et de riz avait été volontairement enrichie en leucine, qui n'est pas son cas de base naturellement. Et donc, en fait, la protéine végétale avait été modifiée pour avoir les mêmes niveaux d'acides aminés que la protéine à base de petits laits. et Et oui. que du coup, bah, c'était un biais et que bah, l'étude, du coup, était pas. Non. On pouvait en tirer une réflexion, mais qu'il fallait pondérer la conclusion. Et du coup, ça a été publié dans de grandes revues comme Mhm, le New York Times ou des choses comme ça. Et du coup, des millions de personnes vont dire, mais regardez, les protéines végétales sont d'aussi bonne qualité que mhm, la whey ouais, protéine. Ce qui est dramatique parce que ça, c'est de la manipulation. Je pense que c'est volontaire. mhm, C'est de la manipulation à but idéologique. C'est le problème qu'on a actuellement dans la science, c'est qu'on a des chercheurs qui maintenant ne cherchent plus, qui sont dans l'idéologie, donc ils savent déjà ce qu'ils vont obtenir avec leurs recherches. C'est un vrai problème. On mhm, doit être capable de penser contre soi et on doit être capable d'accepter un résultat qui va à l'encontre de ce qu'on ouais. pense, de ce qu'on aimerait voir. Ils cherchent à valider ce qu'ils pensent être juste à travers leurs études. Mais oui, Mhm, c'est c'est- ouais. c'est dramatique ça. Oui, puis après, en plus de ça, il y a une notion de, enfin, dans l'alimentation, et je trouve que c'est vraiment un problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais ça explique aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir quand on discute d'alimentation. C'est qu'il y a une confusion entre ce qu'on pense être éthiquement valable et ce qui est physiologiquement valable. Et Exact. ça crée une grosse problématique.
de compréhension avec des gens qui prennent position, mais qui font cette confusion d'argumentaire. Oui, tu es en train de me dire que c'est éthiquement mieux, et peut-être que tu as raison. Ça reste que physiologiquement, c'est pas optimal. Ok. C'est ça. Et c'est aujourd'hui, enfin, tout se politise, il faut pas. Il Mhm. faut pas. La science doit rester le plus apolitique possible. Bien sûr que chacun a ses propres opinions, ce qui n'est pas un problème, mais il faut pas que ça impacte les résultats. Mhm. C'est surtout Ouais. ça. Ouais. Ok. Super. Bien, bah écoute, moi je résumerai ça comme ça, et tu me dis si ça te va. On est encore une fois sur l'importance des choses simples, du bon sens, d'une alimentation la plus brute possible, et puis d'une activité physique régulière. Eh Et oui. la santé et le corps fait le reste. Toujours la même chose en fait, hein. C'est simple la vie, hein. Ouais. Ouais. D'une certaine manière, oui, effectivement. Cool. Sylvain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur ce qu'on vient de dire? Euh, non, merci infiniment de m'avoir donné ce droit de parole et de réponse. C'est très Merci à toi. précieux dans un monde où c'est pas facile de donner son avis. Et puis, Plaisir. j'espère qu'on pourra le faire à nouveau. Mais très certainement, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci pour votre attention. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on aura pris à l'enregistrer avec Sylvain. Puis j'espère que vous en retirerez des billes à mettre en application avec vos clients et vos clientes. Là, on enregistre cet épisode, c'est la semaine avant les fêtes de Noël. L'épisode sortira en 2026. Du coup, je vous souhaite avec effet rétroactif une bonne année et de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout s'est bien passé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sylvain, ciao ciao! Ciao, ciao!